très bref pour que nous puissions profiter de ce qu'a à nous dire Catherine Lalumière, Madame la Ministre, et de ce qu'auront à dire les intervenants suivants dans cette belle journée. Je me présente pour ceux qui ne me connaîtraient peut-être pas. Je suis Christine Martin et je suis adjointe à la culture auprès de François Rebsamen, qui, comme vous le savez, est empêché pour l'instant. Et m'a chargée, j'en suis vraiment ravie, Madame la Ministre, de vous accueillir aujourd'hui. Je vais donc commencer mon propos par les saluts respectueux et protocolaires comme il se doit. Madame la Ministre, donc, chère Catherine Lalumière, Madame la chef de la Task Force de l'année européenne du patrimoine à la Commission européenne, Monsieur le coordinateur national de l'année européenne du patrimoine au ministère de la Culture, Madame la présidente d'ICOM France, chère Juliette Raoul-Duval, Monsieur le président d'ICOMOS France, Jean-François Lagneau, Monsieur le président de NEMO, David Guillaume, que nous avons entendu ce matin et qui est juste devant moi. Bienvenue en France, monsieur. Mesdames et messieurs les représentants d'organismes, institutions et associations, mesdames et messieurs, au nom de François Rebsamen, donc, maire de Dijon, président de Dijon Métropole, c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons, Madame la Ministre, à l'occasion de cette rencontre exceptionnelle qui voit se réunir pour la première fois, ici, ICOM, ICOMOS et NEMO. Nous souhaitions pouvoir vous dire que nous sommes particulièrement honorés de votre présence. Vous êtes, Madame la Ministre, chère Madame Lalumière, à l'initiative de cette année européenne du patrimoine culturel. Vous en avez choisi la thématique « Chérir le patrimoine » qui correspond pleinement à ce que nous constatons toutes et tous, cet incroyable engouement des citoyens d'ici et d'ailleurs pour leur patrimoine et leur histoire commune. Le succès de la Nuit européenne des musées ou des Journées du patrimoine vient en attester chaque année. Vous êtes aujourd'hui présidente de la Maison de l'Europe et vos fonctions ont toujours marqué votre intérêt pour la construction européenne, citoyenne et culturelle. Alors que l'Europe se trouve parfois fragilisée, que les populismes nous font craindre pour son devenir et ses orientations, vous nous avez rappelé à maintes reprises que la culture et le patrimoine culturel sont des liens précieux entre les peuples et pour tous les peuples, et qu'il est extrêmement important de les tonifier, de les vivifier, non seulement par des déclarations aux tribunes, mais aussi dans les faits et de façon très concrète. Tout comme vous, nous sommes ici intimement convaincus que loin d'être une cerise sur un gâteau, si vous me permettez cette expression, dont il est agréable de parler, la culture est le ciment, le centre de tout et le fondement de notre histoire commune. Vous défendez ardemment le patrimoine, vous évoquez un patrimoine spirituel et les valeurs d'ouverture et d'humanisme qui y sont attachées, mettant en garde contre les idées qui se font jour et qui viendraient menacer cette philosophie qui doit guider nos pas. Vous nous invitez à chérir ce patrimoine, à l'aimer. Il ne s'agit pas de l'enfermer dans des murs, mais bien au contraire de partager et de faire prospérer à travers lui les valeurs profondes qui doivent être les nôtres. Vous plaidez pour une vigilance de tous à chaque instant. Vous plaidez contre les tentations de repli et la peur de l'autre. Vous nous exhortez à ne pas trahir nos idéaux fondamentaux et pour cela, soyez remerciée, Madame. Aujourd'hui, votre parole est attendue à cette tribune. Je sais que Madame la présidente d'ICOM, Juliette Raoul-Duval, a beaucoup œuvré pour votre venue à Dijon, qu'elle en soit remerciée. Je redis encore l'honneur de pouvoir vous accueillir ici. Votre parole est forte et elle doit être écoutée. Je vous remercie, mesdames et messieurs, de votre écoute. Je vous remercie, Madame la Ministre, et vous souhaite de riches moments. Mesdames et messieurs les responsables des 3 organismes qui ont organisé cette rencontre aujourd'hui à Dijon, les responsables de ICOM,
ICOMOS France et Nemo. Je voudrais aux différents responsables adresser mes remerciements pour m'avoir invité parmi vous et passer au-dessus de ma grande ignorance. Vous êtes tous des spécialistes des musées, je le dis globalement, et personnellement, mes connaissances en la matière sont d'une faiblesse déconcertante. Permettez-moi d'abord de saluer le maire de Dijon. Je sais qu'il aurait souhaité être là aujourd'hui. Pour des raisons de santé, il ne le peut pas. Et madame, vous avez la lourde charge de lui adresser ma très grande amitié, toute ma sympathie et tous mes voeux. Voilà. Vous m'avez invité dans le cadre de l'année européenne du patrimoine. Alors, je rectifie tout de suite. Je suis une retraitée qui n'a plus aucun mandat et qui n'est pas du tout à l'origine de l'année européenne du patrimoine. J'aurais peut-être dû, dans des temps anciens, faire la même chose, mais là, aujourd'hui, je n'ai aucune responsabilité. Ça présente des avantages, d'ailleurs, parce que ça signifie que l'obligation de réserve est un peu atténuée en ce qui me concerne, et peut-être, à certains moments, je me laisserai aller à dire ce que je pense ou ce que je souhaiterais au plus profond de moi-même. Alors, le sujet plus particulier qui nous réunit, c'est comment valoriser l'engagement du public pour le patrimoine. D'abord, une remarque, cet engouement du public, finalement, c'est une chance. Mais évidemment, le public est parfois un peu maladroit dans son enthousiasme et je conçois que les responsables des musées veillent à ce que le public ne se conduise pas de manière désordonnée et finalement nuisible. Mais n'étant pas moi-même un spécialiste des musées, je ne m'aventurerai pas sur ce qu'il faut faire, pas faire, pour canaliser l'enthousiasme du public. Je vais plutôt m'adresser à vous, non pas comme une spécialiste des musées, mais en m'interrogeant et en vous invitant à également être sur ce terrain, en interrogeant ce qu'est le patrimoine culturel européen. En quoi consiste-t-il et de quel patrimoine avons-nous la charge et la responsabilité pour transmettre ce patrimoine à nos successeurs? Qu'appelle-t-on le patrimoine européen? Et qui s'occupe d'abord de cette question? Qui s'occupe de la culture en Europe aujourd'hui? Alors très brièvement, au niveau européen, je rappellerai ce que je pense vous savez déjà fort bien, c'est que dans les responsables qui s'occupent de la culture, il y a d'abord le Conseil de l'Europe. Juste après la guerre, au début de ce qu'on a appelé la construction européenne, c'est le Conseil de l'Europe qui tout de suite s'est intéressé à la culture. Et vous verrez par la suite pourquoi il a commencé ces réflexions et ces actions de construction de l'Europe par la culture. Je suis très influencé par quelqu'un dont vous connaissez sans doute l'œuvre, Denis de Rougemont. Denis de Rougemont faisait partie de ces intellectuels qui avaient beaucoup souffert de la période hitlérienne et qui s'interrogeaient sur que faire pour que ça ne recommence pas. Et
ces pères fondateurs attachaient énormément d'importance au monde des idées, au monde de la réflexion. Pour eux, la politique, c'était le fruit des cerveaux humains et des choix intellectuels. Et c'est vrai que quelqu'un comme Denis de Rougemont et d'autres qui l'ont suivi à cette époque commençaient par la culture. Il faut d'abord qu'on ait des idées claires et saines. Et Denis de Rougemont a beaucoup influencé à ce moment-là. Et comme il est en fait un des pères fondateurs du Conseil de l'Europe, dès le départ, dès les années 50, le Conseil de l'Europe a dans son portefeuille de responsabilité la culture et l'éducation et les valeurs, les droits de l'homme notamment. Et par la suite, le Conseil de l'Europe, que j'ai eu l'honneur de diriger à partir de 1989, le Conseil de l'Europe a eu des activités dans le domaine de la culture. Il a élaboré de très nombreuses conventions, la Convention culturelle européenne, mais complétée par la Convention du paysage, la Convention de la protection des sites archéologiques, un très grand nombre de textes couvrant un spectre très large d'activités culturelles et qui ont été élaborés au Conseil de l'Europe et ont rapproché les actions et les politiques des pays membres du Conseil de l'Europe. Il y a eu un très grand travail, on peut dire législatif, de rapprochement des pays dans ces différents domaines. C'est aussi au Conseil de l'Europe que l'on a élaboré ces itinéraires culturels. Le premier est bien connu, c'est les chemins de Compostelle, mais il y a une vingtaine aujourd'hui d'itinéraires culturels. Idée géniale, car cette idée permettait de voir comment, sur le continent européen, d'un pays à l'autre, les idées avaient circulé. Et elles avaient suivi des itinéraires au fil du temps. C'est très intéressant et ça montre que petit à petit, grâce à ces chemins, les idées, la culture, a circulé au travers de l'Europe. Parmi les chemins, il y avait évidemment les chemins de pèlerinage. Et c'est très intéressant de voir que non seulement les idées théologiques ont circulé, mais les techniques, par exemple les techniques agricoles, que les moines d'un ordre donné, les cisterciens par exemple, ont transmis de monastère en monastère, d'un bout à l'autre de l'Europe. Donc le Conseil de l'Europe, en élaborant ces itinéraires culturels, a fait émerger ce qui explique que finalement on trouve des idées semblables, aussi bien en Bretagne et du côté de l'Atlantique, et puis du côté du Caucase à l'autre bout. Par exemple, la technique des vins liquoreux, j'ai appris un jour les chemins qu'avaient suivis ces techniques qui vont du Tokaï jusqu'au Sauternes, etc. Mais en réalité, nos ancêtres, au fil des siècles, voyageaient beaucoup et ont circulé beaucoup au travers de l'Europe, et ça permet de bien comprendre l'histoire dont nous héritons aujourd'hui sur notre continent. C'était également au Conseil de l'Europe que j'ai découvert ces expositions d'art qui mettaient le projecteur justement sur des points de notre culture particulièrement importants.
Et je me rappelle par exemple avoir découvert avec stupéfaction les chemins des Vikings qui non seulement colonisaient l'Amérique, mais de l'autre côté sont descendus jusqu'au Caucase. Je pourrais multiplier les exemples. La culture a été fort bien traitée au Conseil de l'Europe, qui y attachait, je le répète, une importance considérable pour que nous nous sentions européens. Malheureusement, aujourd'hui, le Conseil de l'Europe, qui s'est élargi à 47 pays, dont la Russie, l'Ukraine, des républiques caucasiennes qui sont quand même un peu étranges dans ce voisinage européen. Malheureusement, le Conseil de l'Europe traverse une période très difficile et je crains que son action dans le domaine de la culture soit en train de décliner. Il n'y a plus d'ailleurs de direction de la culture. Et je pense que c'est très dommage parce que le Conseil de l'Europe continuait, il y a encore quelques années, à cultiver l'âme de l'Europe. Car la culture, c'est quand même ce qui donne son sens au projet européen. Et je déplore qu'aujourd'hui, parce que les gouvernements sont très matérialistes, les moyens financiers donnés à cette organisation sont en voie de tassement inquiétant. Qu'est-ce que l'Union européenne fait pour la culture ? Traditionnellement, elle s'occupe beaucoup moins de la culture que le Conseil de l'Europe. Le projet européen est au départ un projet économique, celui du traité de Rome. C'est l'économie. Et c'est petit à petit que l'Union européenne, poussée par les États membres, poussée par les citoyens, s'est intéressée à la culture, mais ça n'a jamais été une de ses véritables priorités. Et très souvent, l'Union européenne, il y a des représentants de l'Union européenne dans la salle, et je ne sous-estime pas le travail qu'ils font, mais je suis quand même obligée de constater que l'angle sous lequel l'Union européenne aborde les problèmes culturels est un angle très économique et très financier. Alors, c'est important, la finance. Et heureusement qu'il y a le budget de l'Union européenne qui est quand même beaucoup plus important que celui du Conseil de l'Europe. Donc ça, c'est bien. Mais par contre, la culture est surtout appréciée parce qu'elle a des retombées économiques, touristiques, créatrices d'emplois, qui sont très appréciables. Mais on ne creuse peut-être pas autant qu'on le devrait ou autant qu'on le pourrait le contenu de la culture. Donc, je souhaiterais que l'Union européenne s'investisse encore davantage dans le domaine culturel. Ceci étant, elle fait un certain nombre de choses intéressantes, mais j'y reviendrai peut-être, a été nommé dans la commission de Bruxelles au poste de commissaire chargé de la culture et de l'éducation et de la jeunesse, le représentant d'un pays qui n'est pas aujourd'hui le plus grand défenseur de la culture européenne. C'est un Hongrois dont je ne prononcerai pas le mot, il est imprononçable, mais c'est un peu étrange que l'on ait confié à un proche du Premier ministre Orban la charge de la culture et de l'éducation. C'est une petite parenthèse. Voilà. La culture dont on s'occupe actuellement porte généralement sur les biens
matériels. Et les biens matériels, ce sont les monuments, ce sont les œuvres d'art, ce sont les objets qui sont dans les musées. Mais le patrimoine matériel dont il faut s'occuper, qu'il faut protéger, n'est pas le seul patrimoine culturel. Et je voudrais mettre l'accent sur une autre partie du patrimoine culturel, qui est le patrimoine immatériel, le patrimoine des idées, le patrimoine des valeurs spirituelles, le patrimoine des œuvres de la pensée et de l'esprit. Car ce patrimoine-là est très, très, très important. D'abord, une première remarque, il est très riche en Europe. 3 millénaires d'écrivains, de philosophes, de théologiens, de savants, ça laisse des traces. Au passage, d'ailleurs, une petite remarque. En Europe, on raisonne sur 3000 ans, à peu près, 3000 ans. Nos amis américains, c'est 400 ans. Pas tout à fait pareil. Et il y a un pays qui a les mêmes prétentions que les Européens, c'est la Chine. Finalement, nous ne pouvons dialoguer d'égal à égal qu'avec la Chine. C'est-à-dire des peuples qui ont sous les pieds beaucoup d'années. Alors, ce n'est pas forcément beaucoup de sagesse, mais si on a un peu de mémoire, ça donne quand même un patrimoine très riche. Enfin, nous ne pouvons dialoguer qu'avec les Chinois. Bon, ça c'est la conclusion que l'on pourrait dire. Ça ne ravira pas M. Trump, mais après tout, il peut faire des progrès. Il pourrait d'ailleurs en faire de grands. Bon. Donc nous avons ce patrimoine immatériel formidablement riche. Et avec toutes les œuvres des auteurs dont je viens de parler. Nous avons aussi des peuples multiples qui ont eu chacun leur identité, leur langue, leurs habitudes, leurs préférences. Et cette diversité est considérable. C'est une richesse. Mais évidemment, ça ne facilite pas forcément l'unanimité. Bref, nous avons ce patrimoine immatériel sur lequel je voudrais que nous réfléchissions ensemble. Car par les temps qui courent, ce patrimoine me paraît poser pas mal de problèmes et de nous donner pas mal de responsabilités. Pendant des siècles, l'Europe a été un champ de bataille plutôt qu'une zone de paix. Compétition, rivalité, concurrence entre nos pays étaient le lot commun depuis la chute de l'Empire romain. Et avec l'émergence des nations, au XIXe siècle, on a accentué les rapports de force jusque, je dirais, au sommet de la violence. C'est les 2 guerres mondiales du XXe siècle. C'est, en résumé, plusieurs siècles de l'histoire de l'Europe. 2 guerres mondiales et des horreurs et des régimes totalitaires dont je dirai quelques mots plus loin. 1945-1950, changement de paradigme du tout au tout. C'est une véritable révolution. La génération des pères fondateurs de l'Europe
plus jamais ça. Plus jamais ce nationalisme exacerbé qui conduit à 2 guerres mondiales, à des millions de morts et à des théories abominables. Le racisme, l'antisémitisme, etc. Plus jamais ça, ça veut dire plus de guerre, et pas seulement plus de guerre entre Européens, mais aussi plus de régimes politiques qui ont comme théorie de base la haine de l'autre. Autrement dit, plus jamais Mein Kampf, car c'est une théorie politique, Mein Kampf. Donc, un changement complet de point de vue. Plus de déplacement de population contre leur gré, plus d'antisémitisme, plus d'extermination des tziganes, etc. Ce changement de paradigme s'accompagne d'un changement de philosophie politique. Et en résumant à gros traits l'évolution que les Européens ont connue à ce moment-là, je dirais, en quelques mots, pendant des siècles, laborieusement, sous l'influence des 3 grandes religions monothéistes, de la philosophie grecque, de la Renaissance, de la Réforme, du siècle des Lumières, le XVIIIe siècle, les Européens ont élaboré des valeurs humanistes fondées sur la dignité de la personne humaine. Les droits de l'homme, l'état de droit, la démocratie pluraliste, les libertés. C'est une évolution de plusieurs siècles. Ce fut une évolution lente, mais malgré tout, c'était une évolution qui allait vers le progrès. Dans les années 1930, 1940, il y a eu une sorte de rupture, de régression. On a vu sur l'Europe des régimes totalitaires s'installer en Allemagne, en Italie, Mussolini, en Russie, Staline, en Espagne, Franco. Et en France aussi, tout le monde n'a pas bien résisté. D'ailleurs, ceux qui ont résisté, on les a appelés les résistants. Mais ce n'étaient pas tous les Français, car certains Français ont succombé à l'exemple de leurs voisins. Tout le monde n'a pas été fait compagnon de la libération. Il y en a certains qui l'ont mérité, mais ce n'était pas la totalité des Français. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un sursaut, un formidable sursaut. Et c'est la génération des pères fondateurs qui a compris que pour qu'il n'y ait plus jamais ça, plus jamais ces violences, plus jamais ces guerres, plus jamais ces camps d'extermination, il fallait qu'on ait un socle de valeurs bien précis et bien déterminé, qui soit exactement l'inverse des idées d'un Mein Kampf. Et c'est dès 1950, donc c'est très vite, que les pères fondateurs ont voulu couler dans le marbre, officiellement élaborer la Convention européenne des droits de l'homme, qui a été signée, ratifiée par tous les pays voulant démarrer cette construction européenne. Ce texte crée aussi une cour unique au monde qui jugera
tous les criminels en la matière, y compris les États. C'est la seule cour au monde qui peut juger pour violation des droits de l'homme les États eux-mêmes. Cette révolution juridique, philosophique, politique est réussie dès 1950. Un peu plus tard, après l'adoption du traité de Rome, qui lui ne parle que d'économie, on va compléter les traités de la communauté par l'élaboration d'une charte des droits fondamentaux qui sera adoptée en 2000 et qui deviendra une partie prenante du traité actuellement en vigueur dans l'Union européenne, le traité de Lisbonne. La charte des droits fondamentaux est incorporée dans ce traité. La Convention européenne des droits de l'homme, la charte des droits fondamentaux, c'est officiellement l'affichage du plus jamais ça. Plus jamais les horreurs qu'on a connues pendant la période du nazisme ou du fascisme, mais désormais, solennellement, on s'engage sur des valeurs. Le problème aujourd'hui, c'est que malgré les engagements officiels de traités internationaux officiels, vous avez des pays qui sont en train de prendre la tangente, trouvant que ces engagements sont trop sévères et que ça ne correspond pas aux sensibilités du moment. En ce qui concerne les nations, après la Seconde Guerre mondiale, on a pris conscience que l'hypernationalisme était terriblement dangereux. Et la philosophie de la construction européenne, on ne supprime pas les nations, non. Mais on va les relier ensemble par des règles communes, par des engagements communs, de façon que la persistance des nations, la survie des nations, le développement des nations n'aille pas trop loin. Et que l'on ne franchisse pas ce qu'on avait franchi dans les années 30, c'est-à-dire la vie en commun, pacifiquement, en se respectant mutuellement. Donc, le changement de paradigme au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il est double. Il porte sur les valeurs humanistes qu'on va solenniser, préciser, protéger, et les limites mises aux nations et au nationalisme. Et on a démarré comme ça, à partir des années 60, 50, 60, 70, et nous arrivons jusqu'à aujourd'hui. Et je reprends une phrase que je lisais récemment sous la plume d'Edgar Morin. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans une période historiquement régressive. Qu'est-ce que ça veut dire, aujourd'hui ? Eh bien, ça veut dire que dans nos pays qui ont pourtant signé les textes, qui se sont engagés officiellement, on est en train de voir des dérobades, des régressions. On voit ressurgir des idées hyper-nationalistes. Alors, les pays d'Europe centrale, où ce mal, car je considère que c'est un mal, aimer son pays, oui, très bien. Aimer sa patrie, oui, très très bien. Mais l'hypernationalisme, je l'ai dit,
C'est ce qui conduit à des violences sans limite, sans frein, abominables. Ces idées hypernationalistes dans les pays d'Europe centrale peuvent se comprendre, mais pas se justifier. Ça peut se comprendre. Voilà des pays, la Pologne, la Hongrie, l'ex-Tchécoslovaquie, la République tchèque, la République slovaque, la Roumanie, la Bulgarie, qui ont été pendant des années abandonnés à eux-mêmes et laissés depuis Yalta sous la double tutelle de l'Union soviétique et du communisme, du Parti communiste. Cette double tutelle, évidemment, a laissé des traces abominables. Et on peut comprendre que les peuples de ces pays, après 1989, ont poussé un ouf de soulagement. Ils se sont sentis libérés. Mais évidemment, c'était pas évident. Petit à petit, cet hypernationalisme est devenu excessif et excessivement dangereux pour l'avenir. À ces idées hypernationalistes s'ajoutent des idées populistes. Regardez ce qui vient de se passer en Italie. Ce n'est pas des pays d'Europe centrale, c'est notre voisin immédiat, l'Italie. On conteste l'état de droit, on conteste les droits de l'homme, on conteste l'existence de la Cour européenne des droits de l'homme. S'il y a des juristes dans la salle, ils savent à quoi je fais allusion, où actuellement on entend des responsables politiques jeter aux orties, avec mépris, tous ces mécanismes de protection des droits de l'homme au prétexte que l'urgence, par exemple, due aux afflux de migrants, devrait nous laisser les règles juridiques aux orties parce que ce n'est plus d'actualité. Donc, ces dernières années, nous voyons revenir l'hypernationalisme, revenir des idées populistes. On voit contester l'état de droit, contester les droits de l'homme. Et je compare la période que j'ai connue en 1989 et 90, comme je vous le disais, je dirigeais à l'époque le Conseil de l'Europe, et la situation d'aujourd'hui. En 89, 90, 91, dans ces années-là, les Polonais que nous avions en face de nous, les Hongrois que nous avions en face de nous, les équipes tchécoslovaques, c'était des hommes ou des femmes qui se battaient et qui s'étaient battus pour leur liberté, pour leur dignité, pour le respect de la personne humaine. Et c'était des hommes et des femmes remarquables. J'ai le souvenir de quelqu'un comme Bronislaw Geremek, Adam Michnik, Couronne, Václav Havel, le grand écrivain tchèque. C'étaient des hommes qui avaient ces valeurs humanistes chevillées au corps, et qui se sont battus pour ces valeurs-là. Et c'est vrai qu'à l'époque, nous les avons fait rentrer dans nos mécanismes d'Europe occidentale avec confiance et beaucoup d'espoir. Et leur place était avec les meilleurs d'entre nous. Il y avait une communauté de pensée, une communauté de valeurs, une communauté d'espérance. Et puis aujourd'hui, quand on voit leurs successeurs, on s'en dit, mais qu'est-ce que vous avez fait de ce patrimoine philosophique? Qu'est-ce que vous avez fait? Et qu'est-ce que nous, par une forme de lâcheté,
qu'est-ce que nous laissons faire parce que nous ne voulons pas créer d'incidents diplomatiques ou autres? Alors on se tait et on fait comme si. J'étais ces jours derniers dans mon cher Conseil de l'Europe à Strasbourg. C'était une ambiance d'une infinie tristesse. Parce que les gens du Conseil de l'Europe, les fonctionnaires, les ambassadeurs qui sont là, savent ce que je viens de vous dire. Ils le savent. Mais ils n'osent pas se rebeller. On ne sait pas comment faire. Alors, j'ai évoqué ces questions, mesdames et messieurs, parce que, évidemment, je pense que c'est grave. Et que nous ne pouvons pas fermer les yeux à cette évolution toute récente. Nous avons de la mémoire, on est là pour ça. Et cette mémoire, c'est celle de nos parents, de nos grands-parents, des années 30-40. À l'époque aussi, on a laissé faire, en se disant ça s'arrangera. Il n'ira pas si loin, c'est pas possible. Et puis on a vu que c'était possible. Il y a le souvenir d'un homme, enfin, que je n'ai pas connu, mais dont le nom m'est bien connu, c'était Stefan Zweig, qui aimait cette Europe de la culture, de l'intelligence, des arts. Et il s'est suicidé quand il a vu ce qui se passait. Je ne voudrais pas que nos enfants en arrivent là. Il faut quand même qu'on réagisse. Peut-être est-on trop optimiste, on pense que ça s'arrangera. C'est pas possible qu'on aille trop loin. On sera raisonnable. Nos dirigeants sauront s'arrêter à temps. Mais il me semble que les citoyens, surtout les plus éclairés, les plus instruits, les plus cultivés, ont une responsabilité particulière. Les personnes qui n'ont pas reçu une éducation très poussée ont des excuses. Mais dans cette salle, personne n'a d'excuses. Car nous avons la chance d'avoir des connaissances historiques, culturelles, au sens large du mot culture. C'est donc, je pense, à nous de nous réveiller et de ne pas laisser faire ces glissements hypocrites où on continue d'utiliser des mots, mais sans véritable engagement ni conviction. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui a tout compris. Il y en a d'autres, mais cette personne-là me frappe beaucoup. Je ne suis pas catholique. Rassurez-vous, ce n'est pas par dévotion au pape François que je parle comme je vais le faire, mais parce que je pense qu'il a une très grande intelligence de la situation et une très grande sagesse. Aujourd'hui, dans les discours que le pape François fait sur l'Europe, il en fait souvent. En fait, il connaît très bien l'Europe et s'intéresse beaucoup à l'Europe, mais à l'Europe de la culture, l'Europe des idées, l'Europe des valeurs. Et si je résume ce qu'il dit l'Europe est en train de perdre son âme, car son âme est spirituelle. C'est ça véritablement le projet européen. Le projet européen, oui, c'est un marché commun, oui, c'est de l'économie, oui, c'est de la création de richesses, et il faut le faire, et il faut en faire bénéficier le maximum de gens, bien sûr. Mais fondamentalement, le projet européen est un projet philosophique. Il porte sur une conception de l'homme dans la société.
Et comme le pape François, je dis, c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Et il faut que les Européens en soient conscients. Merci. Il doit y avoir des objections ou des questions, mais je ne sais pas si on a le temps. Alors, je me tourne vers les organisateurs. Ce n'était pas prévu de poser des questions. Pardon. Merci, Madame la Ministre. Ce n'était pas prévu de poser des questions à ce moment-là, mais bien évidemment, si vous en avez, le micro est à vous. Je crois que... Ah. Bonjour, c'est pas forcément une question, c'est juste pour vous remercier. Pour vous remercier de ce rappel à l'ordre qui est vraiment important, je pense, aujourd'hui, et même si sans rentrer dans le détail de l'ensemble de votre démonstration, voilà, je vous remercie pour ce rappel à l'ordre. Alors bonjour, je m'appelle Noélie Noté et donc j'ai créé Culture Quintessence qui est dédiée au patrimoine culturel immatériel. Et je voudrais vous remercier parce qu'il y a très peu de personnes qui parlent du patrimoine culturel immatériel. Et j'aime beaucoup votre approche parce qu'aujourd'hui j'essaye de défendre le fait que la culture n'est pas antinomique avec la tradition. Et qu'en fait justement, aujourd'hui on se sert beaucoup de la culture comme un sujet politique. Ah, vous m'entendez pas? Excusez-moi, ça résonne. Ah, ça résonne. Je vais me mettre là. Ah, d'accord. Alors, je vais essayer de parler plus doucement. Donc, je disais, j'aime bien votre approche parce que justement, j'essaye de faire comprendre que la culture n'est pas antinomique avec la tradition et que justement, là où on essaye de mettre la culture dans un sujet politique, en fait, la culture n'a pas lieu d'être dans la politique, elle doit juste être un sujet transversal, abordé par tout le monde. Et elle doit être sauvegardée, comme vous le dites, de manière universelle et humaniste. Voilà, c'était ma seule remarque. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Vous voulez répondre, Madame la Lumière ou... La culture, au singulier, la culture, évidemment, regroupe toutes sortes de créations de l'humanité. Simplement, dans la culture, vous avez le monde des idées. Et ce monde des idées se partage en différentes idées, différentes valeurs, qui ne sont pas équivalentes. Et c'est là qu'est le problème. Dans un régime totalitaire, il y a des valeurs, mais ce n'est pas les mêmes que dans un régime de liberté. Voilà. Donc la culture, oui, la culture, c'est un vaste ensemble avec une mosaïque très diverse. Et d'ailleurs, cette diversité doit être protégée. Mais ensuite, à l'intérieur de cette mosaïque, il y a du bon et du moins bon. C'est là qu'on fait des différences. Et il n'y a pas vraiment d'équivalence. D'accord ?